Depuis le début du conflit, l'Ukraine et la Russie se sont livrées les plus importantes attaques de drones l'une contre l'autre. Les responsables de Moscou affirment que la ville a été la cible de centaines de drones ukrainiens. Selon Vladimir Zelensky, il pense que cette frappe encouragera Poutine à accepter un cessez-le-feu. Moscou en feu. Depuis des mois, l'armée de l'air ukrainienne attaque les installations pétrolières, logistiques et militaires de la Russie. Bien que les attaques aient été couronnées de succès dans de nombreuses régions, Moscou a été spécifiquement ciblé pour la première fois cette année. La plus grande frappe aérienne de l'année a été dirigée sur Moscou. Les aéroports ont été fermés, de nombreuses installations ont été attaquées. Au-dessus de Moscou, une flotte importante de drones spécialisés, dont des drones ukrainiens Piclo, a volé. La Russie a été horrifiée par cette attaque audacieuse contre le centre du Kremlin qui a envoyé un message clair à Poutine. Les tensions dans les couloirs du Kremlin se sont intensifiées après l'attaque. La réponse de Poutine est encore incertaine, bien que certains responsables russes aient suggéré que l'Ukraine utilise des missiles Oreshnik en représailles. En outre, le signe le plus évident que les États-Unis ont abandonné Moscou est l'affirmation de Trump selon laquelle la Russie n'a aucune carte à jouer dans d'éventuelles négociations de paix. Aujourd'hui, tout le monde attend de voir comment Poutine va gérer cette situation. La Russie réagira-t-elle à l'invasion de l'Ukraine ou un cessez-le-feu sera-t-il rendu possible par cette attaque? Dans l'ombre d'une immense incertitude, le monde entier attend les réponses. Ces questions seront maintenant abordées alors que nous examinons les détails de l'audacieuse attaque de l'Ukraine. Pour être informé de nos publications, n'oubliez pas de nous aimer, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. La Russie a déclaré qu'une attaque importante de drones avait eu lieu. Selon le ministère russe de la Défense, 91 drones ont été abattus au-dessus de la région de Moscou pendant la nuit. 3 drones ont été abattus au-dessus de Nijni Novgorod, 126 au-dessus de Koursk, 38 au-dessus de Bryansk, 25 au-dessus de Belgorod, 22 au-dessus de Ryazan, 10 au-dessus de Kalouga, 8 au-dessus de Lipetsk et d'Orel et 6 au-dessus de Voronezh. Selon les chiffres rendus publics, les frappes aériennes ont été parmi les plus importantes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'attaque a été vérifiée par le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobiov, et le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. L'aile ukrainienne a communiqué des informations sur l'attaque et s'en est attribué le mérite. Selon Andrei Kovalenko, directeur du Centre de lutte contre la désinformation, cet incident est une indication supplémentaire pour Poutine qu'il doit également s'attaquer au cessez-le-feu aérien. Selon Kovalenko, des drones et des raffineries de pétrole peuvent tous deux survoler Moscou en grand nombre à tout moment. Selon les forces armées ukrainiennes, la défense aérienne russe a endommagé des infrastructures civiles et la raffinerie de pétrole de Moscou a été prise pour cible. La bataille contre les drones implique la défense aérienne russe, y compris l'utilisation de la guerre électronique et des systèmes Pantsir S-1. Les aéroports de Joukovski, Domodedovo et Strigino à Moscou ont momentanément interrompu les vols. De nombreux vols à destination de Moscou ont été déroutés vers d'autres aéroports. Après avoir entendu plusieurs explosions et d'innombrables incendies, des témoins ont affirmé avoir vu des drones survoler le ciel nocturne. Peu après 3 heures du matin, heure locale, l'assaut a commencé. Les systèmes russes de guerre électronique et de défense aérienne ont tenté de tirer sur les drones survolant les zones résidentielles, causant des dommages aux bâtiments résidentiels. Le gouverneur de la région de Moscou a signalé que 3 personnes avaient été blessées et une tuée dans la matinée à Domodedovo et dans le district urbain de Leninsky. Le fonctionnaire affirme qu'au moins 7 unités des 19e au 22e étage d'un complexe résidentiel de Romensky ont été endommagées lorsque des débris de drones s'y sont écrasés. À Vidnoï, plusieurs appartements ont été endommagés lorsqu'un autre drone a explosé près d'un immeuble résidentiel. Des débris auraient également été signalés à Tchernogolovka et dans d'autres endroits de la région de Moscou. En outre, un drone aurait heurté les étages supérieurs d'une tour résidentielle de Moscou, rue Domodedovskaya. Les fenêtres des étages supérieurs ont été brisées par l'onde de choc. Le parking d'une entreprise locale a pris feu et les voies serrées à proximité de la gare de Domodedovo ont été endommagées. Avant cela, les trains ne partaient pas de la gare dans les deux sens. Selon le directeur de Domodedovo, le trafic ferroviaire à la gare a repris à partir de 8 heures. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé une vidéo d'une explosion dans un complexe résidentiel du sud de Moscou. Une vidéo et des images des conséquences de l'attaque contre le dépôt de pétrole d'Oka Center dans la ville de Serpukhov, dans la région de Moscou, ont été publiées par des sites d'information locaux. Un témoin oculaire a filmé une épaisse fumée noire s'échappant du dépôt de pétrole tôt le matin. Les images montrent cependant que le réservoir de produits pétroliers n'était pas endommagé. Les seules parties du réservoir détruites étaient les escaliers menant au toit.
Bien qu'il n'ait pas explosé à l'impact, l'image semble montrer l'ogive du drone près de la base du réservoir de carburant. Le carburant interne du drone s'est enflammé mais a été rapidement éteint. Des vidéos d'un incendie nocturne dans un entrepôt pétrolier près de la ville d'Oriol, dans la région d'Oriol, ont également circulé sur les réseaux sociaux. La station pétrolière russe Stalnikone, située dans le village du même nom, aurait été la cible des drones. Environ 110 km séparent le stock de pétrole de la frontière ukrainienne, élément essentiel de l'oléoduc qui alimente notamment la station de pompage linéaire de Stanovo, la station de pompage intermédiaire de Plavsk, la station de pompage linéaire 8H et la station de remplissage de Bryansk. Il fait partie du produit JSC Yugo Zapad Transneft. Comme on peut le constater, la Russie est en plein désarroi à la suite de l'énorme attaque de 340 drones menée par l'Ukraine. Il s'agissait de la plus grande campagne aérienne de l'Ukraine depuis le début du conflit, selon Andrei Kartapolov, président du comité de défense de la Douma d'État russe. Kartapolov a exhorté le Kremlin à riposter, déclarant que Moscou devrait utiliser des missiles Orejnik pour frapper l'Ukraine en représailles. Que savons-nous du drone spécial Piclo qui a participé à la frappe catastrophique qui a secoué Moscou et qui a été menée par l'Ukraine ? Comment la Russie a-t-elle pu transformer cette technologie mortelle en cauchemar? L'Ukraine a commencé à acheter des missiles qu'elle a elle-même développés au début du mois de décembre. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé la première livraison de drones missiles Piclo à l'armée ukrainienne. Ces nouveaux drones avaient des caractéristiques très impressionnantes. La nouvelle arme de fabrication locale, appelée Peklo ou en fer en ukrainien, est beaucoup plus mobile que le stock de missiles de croisière et balistiques tactiques occidentaux de Kiev. Selon les rapports, Peklo peut parcourir jusqu'à 700 km à une vitesse de 700 km par heure. Le missile drone Peklo est une nouvelle arme dans l'arsenal des forces de défense ukrainiennes qui peut frapper des cibles militaires à l'intérieur de la Fédération de Russie grâce à son rapport de portée. Il est à noter que les missiles drones, contrairement aux missiles conventionnels, ont la capacité de changer de direction, d'éviter les obstacles et de fonctionner en cas de contre-attaque d'un système de guerre électronique. Comme Peklo peut atteindre tous ces aéroports russes, ses capacités de conduite autonome mettent en garde une vingtaine d'aérodromes de l'aviation tactique des forces aérospatiales russes. Il semble que la zone de dévastation de Peklo comprenne des aérodromes importants comme Milorovo, Savoslaïka et Engels. Les aérodromes d'Engels et de Savoslaïka qui servent de base aux bombardiers stratégiques de la Fédération de Russie se trouvent à portée de Peklo. Autre fait fascinant à propos de Peklo, les structures de montage dans le corps supérieur du missile UAV montrent qu'il peut être lancé depuis des avions de chasse ou d'autres porteurs aériens plutôt que depuis le sol. Cela améliore les capacités technologiques et tactiques du Peklo et sa capacité à frapper des cibles dans les zones profondes de la Fédération de Russie. Les images officielles donnent quelques indications sur les caractéristiques du missile Peklo, même si ces spécifications précises n'ont pas encore été rendues publiques. En ce qui concerne les mesures, l'envergure et la longueur du Peklo seraient d'environ 2 mètres. Le poids de l'ogive ne devrait pas dépasser 50 kg en raison de la petite taille du missile. Conceptuellement, cette estimation est analogue à des systèmes comme le Barracuda d'Anduril. Bien qu'il soit physiquement possible d'augmenter le poids de l'ogive, cela réduirait d'autant la portée du missile. Un minuscule turboréacteur propulse le Peklo, bien que le modèle exact soit encore inconnu. Des niveaux de poussée de 400 à 600 N, possibles avec des moteurs pesant de 4 à 8 kg, seraient adéquats pour de tels dispositifs aéroportés. Des moteurs pesant environ 17 kg peuvent supporter une poussée maximale de 1500 N. Des éléments encore plus fascinants peuvent être observés sur des photos plus proches et plus détaillées. Par exemple, il est évident que la coque du missile Peklo a été construite à l'aide de rivets et de métal, de matériaux utilisés dans la construction aéronautique. Les coques peuvent être fabriquées à l'échelle industrielle grâce à cette méthode fiable et éprouvée. L'installation des pièces et des assemblages est facilitée par le nombre limité de grandes parties de la coque. Le moteur est placé à l'extérieur, comme décrit précédemment. Cette décision de conception va probablement faciliter l'installation, économiser de l'espace dans la coque et éliminer la nécessité de prise d'air. Les responsables affirment en outre que ces missiles, connus sous le nom de Peklo, sont d'un prix raisonnable et capables de fonctionner à égalité avec d'autres missiles de croisière russes. Le prix estimé du missile du véhicule aérien sans pilote Peklo est d'1 million de dollars. L'Ukraine est capable d'infliger de lourdes pertes à la Russie à un coût minime, mais l'Ukraine sera-t-elle en paix grâce à ces réalisations? Le monde est prêt pour une réorganisation et si les négociations visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine ne permettront peut-être pas de créer une nouvelle organisation internationale de sécurité, elles pourraient influencer la future collaboration internationale.
Avec ces menaces de droits de douane qui provoquent des ravages dans l'économie mondiale, le président américain Donald Trump a mis à mal les alliances et les institutions au cœur du système international dirigé par les États-Unis. Tous les espoirs que les États-Unis restent un allié fiable pour ses amis et alliés de longue date ont été anéantis par son altercation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale fin février. Outre les États-Unis, de nombreux autres pays aspirent à un multilatéralisme non occidental réussi, tandis que les nations européennes cherchent à acquérir une plus grande autonomie en matière de sécurité. Il est très probablement impossible de parvenir à un accord complet en Ukraine en réponse à tous ces facteurs. Le reste du monde est trop divisé et les positions de Kiev et de Moscou sont trop diamétralement opposées. Un accord pourrait s'effondrer à tout moment. Un processus de paix réaliste qui unit les deux grandes puissances et les États de la ligne de front est possible en Ukraine, malgré les nombreux échecs des tentatives de paix passées, comme celles de 1938 et 1939, qui n'ont pas pu empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les précédents accords donnent une orientation. Étant donné que les cessez-le-feu se sont avérés durables lors des guerres gelées précédentes, même un règlement partiel peut être bénéfique s'il met fin au conflit, y compris les accords conclus à Chypre dans les années 1970 et en Corée dans les années 1950. Un accord territorial n'a pas besoin d'être permanent. La Finlande a pu récupérer une partie des terres qu'elle avait cédées à l'Union soviétique dans les années 1940. Comme les accords de l'après-guerre l'ont fait pour le gouvernement allemand, un accord en Ukraine ne devrait pas semer les graines de la Seconde Guerre mondiale et nuire à la réputation des gouvernements russes et ukrainiens. Contrairement aux vagues assurances données aux États d'Europe de l'Est pendant l'entre-deux-guerres, il doit fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité soutenues par une force réelle. Il n'y aura pas de résultat parfait. Cependant, un accord en Ukraine aujourd'hui peut maintenir la paix jusqu'à ce que les circonstances soient plus favorables à une résolution à long terme si toutes ces exigences sont satisfaites. Dans ce nouveau monde instable, il pourrait même servir de modèle pour une coopération mondiale réussie. Il y a des raisons de vouloir faire de l'accord qui met fin à la guerre de la Russie en Ukraine un accord important. Avec la Corée du Nord fournissant des troupes et l'Iran et la Corée du Nord fournissant des armes à la Russie, la bataille est liée à des conflits ailleurs. En créant un système de sécurité entièrement nouveau pour faire face aux conséquences déstabilisatrices de la finance militarisée, des guerres commerciales et de la diplomatie divisée, une solution holistique pourrait offrir un cadre pour régler les crises en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Les négociations pour conclure les Premières et Secondes Guerres mondiales serviraient de modèle. Ces solutions globales, qui comprenaient des réparations financières, des transferts de population, des accords territoriaux et des dispositions de sécurité, ont inspiré des idées audacieuses de paix mondiale. Les deux ont cherché à éradiquer les causes sous-jacentes des guerres. En 1919, ils l'ont fait en encourageant la démocratisation pour réduire le militarisme, et en 1945, ils ont exigé à la capitulation inconditionnelle du Japon et de l'Allemagne vaincus pour mettre fin à leur agressivité. Dans les deux cas, les parties en négociation ont pu imposer leurs opinions aux vaincus et étaient généralement d'accord sur la raison de la guerre et la manière d'y mettre fin. Cependant, ce n'est pas le cas en Ukraine, ce qui signifie qu'un accord global n'est pas envisageable pour le moment. Aucune médiation ni pression extérieure ne peut rapprocher les parties sur leurs divergences concernant les causes de la guerre. La raison du conflit est évidente pour l'Ukraine. En 2014, Poutine a pris la décision de s'emparer de la Crimée et en février 2022, il a lancé une invasion à grande échelle après avoir provoqué un conflit de faible intensité dans la région du Donbass. Éliminer l'origine du conflit aurait nécessité le renversement de l'actuelle administration russe, ce qui est improbable. Du point de vue de la Russie, la raison du conflit est assez différente. Poutine a affirmé que le gouvernement ukrainien était dirigé par des nazis, qu'il était illégitime et qu'il avait enfreint les lois constitutionnelles. Il a soutenu que les garanties de sécurité occidentale, en particulier la promesse nébuleuse d'adhésion à l'OTAN accordée à l'Ukraine en 2008, ont renforcé l'État ukrainien et remis en question l'idée fondamentale du statut de l'Ukraine en tant que nation indépendante. Et les négociations en vue d'un règlement significatif nécessitent une compréhension de la cause fondamentale de la guerre. Tenter de convaincre les parties belligérantes de s'entendre sur des frontières territoriales permanentes, sur la manière de les sécuriser et sur la manière de financer la reconstruction est inutile sans cela. Une solution partielle est le meilleur choix si une solution globale n'est pas réalisable. Les solutions partielles ont en effet été le moyen le plus efficace de maintenir la paix depuis 1945, notamment en évitant le déclenchement de la guerre dans les conflits non résolus. Les parties n'avaient aucune idée de la durée de ces solutions à court terme lorsqu'elles ont été convenues. Cependant, elles se sont souvent avérées efficaces et très résistantes, en particulier dans les situations où les grandes puissances de l'époque ont joué un rôle déterminant en faisant pression sur les combattants pour qu'ils désamorcent la situation. Les accords de cessez-le-feu ne peuvent pas être soutenus par des assurances verbales.
Cependant, une garantie peut soutenir même un règlement à court terme qui évite de reconnaître une division ou une concession territoriale permanente si elle contient une présence militaire suffisamment forte pour décourager les infractions. Une démonstration de puissance militaire tout aussi réussie est nécessaire pour défendre la ligne de cessez-le-feu et empêcher la reprise du conflit dans l'est de l'Ukraine. Si la Russie ou l'Ukraine violent la trêve, les nations capables devraient envoyer suffisamment de soldats et d'équipements pour garantir une réponse massive. La trêve ne fera qu'inviter Poutine à organiser la prochaine invasion de l'Ukraine par la Russie et éventuellement d'autres nations en l'absence d'une garantie de sécurité significative et juridiquement contraignante compte tenu de l'influence des États-Unis en Ukraine et de la Chine en Russie. Les responsabilités des États-Unis et de la Chine dans la promotion ou même la négociation d'un cessez-le-feu ou d'un accord seront cruciales. En outre, ils pourraient fournir des forces de maintien de la paix, bien que cela ne soit pas légalement requis si d'autres nations le font. Les forces européennes pourraient remplir ce rôle du côté ukrainien de la ligne de cessez-le-feu. Cette option a été évoquée par la France et le Royaume-Uni, qui sont tous deux des candidats évidents pour ce poste en raison de leur vaste expérience militaire et de leur statut nucléaire. La Chine ou d'autres nations d'Asie centrale pourraient assumer un rôle comparable de maintien de la paix du côté russe. Le monde deviendra de plus en plus instable et dangereux si les grandes nations sont incapables de résoudre tous les problèmes et si leurs dirigeants commencent à le croire. Napoléon et le tsar russe Alexandre se sont rencontrés sur un radeau sur la rivière Niemen en Prusse en 1807 et les deux hommes se sont partagé le continent, mettant fin à un conflit qui avait englouti la majeure partie de l'Europe. Ils allaient inévitablement s'affronter et la guerre allait recommencer. Près de 10 ans se sont écoulés pendant les guerres napoléoniennes. La crise actuelle peut être résolue beaucoup plus efficacement par une diplomatie inclusive. De nombreux dirigeants d'Asie et d'Europe ont discuté de la nécessité d'un nouveau multilatéralisme et ils ont maintenant la possibilité de mettre leurs déclarations en pratique. Ils peuvent démontrer qu'un ordre international véritablement multilatéral peut fonctionner même en l'absence des États-Unis qui servent de force de police mondiale s'ils peuvent offrir des garanties convaincantes pour maintenir le cessez-le-feu en Ukraine. Je vous remercie de votre attention